Vous êtes ici pour en apprendre plus sur le DBScan. Si vous venez de rejoindre cette formation en cours de route, je vous conseille quand même de regarder le premier épisode de cette suite de vidéos sur le clustering. Dans cette vidéo, j'aborde des théories et des concepts qui sont censés être acquis dans cette vidéo et sur lesquels je ne vais plus revenir. Jusqu'à présent, on a vu le hierarchical clustering, le modèle le plus simple pour trouver des clusters dans nos données. Le plus grand problème de cet algorithme, c'est qu'il ne peut pas être appliqué sur de nouvelles données. Pour segmenter de nouvelles données, on est obligé de prendre de nouvelles données et de les concaténer avec d'anciennes données et de relancer l'entraînement d'un nouveau modèle. Bien sûr, lorsqu'on travaille en grande dimension, ça fait perdre beaucoup de temps. Et pour résoudre ce problème, on a vu le K-means qui lui, une fois entraîné, pouvait s'appliquer très bien sur de nouvelles données et vraiment très rapidement. Le problème du K-means, c'est qu'il fonctionne très bien lorsqu'on l'applique sur des données qui ont des distributions sphériques, mais dès que les distributions sont un peu plus complexes, il a du mal à avoir de bonnes performances. Pour cela, dans la dernière vidéo, on a étudié le Gaussian mixture, donc un modèle un peu plus complexe se basant sur des probabilités, mais qui arrive à approcher des distributions un peu plus complexes. Mais encore une fois, dès que les distributions deviennent hautement non linéaires, le Gaussian mixture atteint ses limites. Et pour pallier à ces limites, on va voir dans cette vidéo le DBScan, qui lui arrive à trouver des clusters pertinents dans nos données, même quand ils sont hautement non linéaires. Si pour vous suivre une formation sur YouTube, ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre, j'ai pensé à vous. J'ai créé une version de cette formation sur mon site web, accessible gratuitement. Il y a un lien dans la description. Également, je vous rappelle que vous pouvez accéder à tous les documents de cette formation. Il y a également un lien dans la description. Sans plus de transition, apprenons-en plus sur le DBScan. On se retrouve à nouveau ensemble pour étudier un modèle de machine learning et aujourd'hui c'est le DBScan. Le DBScan, contrairement au Gaussian mixture, K-means ou hierarchical clustering, permet de résoudre des problèmes hautement non linéaires. Vous voyez le jeu de données qui s'affiche à l'écran ? Difficile de le segmenter avec un K-means. Enfin si, on pourrait, mais bon, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc ça donne bien un résultat, hein, mais bon, c'est très mauvais, ça ne comprend pas vraiment la structure des données. Ce qu'on voudrait, c'est mettre tous ces points dans le même cluster, ici tous ces points dans le même cluster, et là tous ces points dans le même cluster, et lui, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Ça paraît assez compliqué à obtenir avec un Gaussian mixture ou un K-means. Mais bon, si on utilise un DBScan, on peut avoir ce type de résultat. Et en prime, le DBScan peut même repérer des bruits ou des données aberrantes. Contrairement au modèle vu jusqu'à présent, donc Gaussian mixture, K-means, hierarchical clustering, le DBScan détermine lui-même le nombre de classes du modèle. Vous n'avez pas à utiliser la méthode du coude. Maintenant que vous voyez l'intérêt du DBScan, on va découvrir ensemble comment fonctionne cet algorithme. Le DBScan commence par prendre un point aléatoire du jeu de données. Par exemple, ce point rouge. Il va tracer un cercle autour de ce point. Ce cercle aura un rayon d'une valeur epsilon. Epsilon est un hyperparamètre que vous devez déterminer. Ici, j'ai décidé que epsilon est égal à 2. Mais vous pourrez très bien augmenter la taille d'epsilon, un peu plus grand ou encore plus grand. Mais si epsilon est trop grand, il prend en compte trop de points dans notre jeu d'entraînement et on va voir par la suite que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc revenons à notre epsilon égale 2. On va compter le nombre d'observations dans ce cercle. Ces observations seront les voisins du point rouge. Ce qui va être l'occasion de parler d'un deuxième hyperparamètre, le min point. Ici, le min point égale 5, donc c'est moi qui l'ai déterminé également. C'est le nombre minimum de voisins à partir duquel un point est appelé un core point. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire un core point? Si le point a plus de 5 voisins, c'est sûrement parce qu'il se trouve dans le centre d'un cluster. Il est donc un core point, un point essentiel du cluster. Le point rouge devient donc un point du cluster 1. Et tous ses voisins vont être visités pour savoir s'ils appartiennent eux aussi au cluster 1. On les colore donc en orange. On va donc visiter un deuxième point pour savoir s'il appartient lui aussi au cluster 1. On va poursuivre par cette observation en rouge et on va déterminer si c'est un core point également. On trace à nouveau le cercle de rayon epsilon, on compte le nombre de voisins, il en a 5, donc c'est un core point. Donc ces voisins deviennent orange, ça veut dire qu'ils seront également visités pour savoir s'ils appartiennent au cluster 1. Et le point rouge appartient désormais au cluster 1. Maintenant on visite cette observation, pareil, il a 5 voisins, donc c'est un core point, il appartient au cluster 1. Maintenant passons à cette observation. On trace le cercle, mais on voit qu'il a 4 voisins, ce qui est inférieur au nombre de points minimum. Ce ne sera donc pas un core point, mais un border point. Ces voisins ne seront pas ajoutés à la liste des observations visitées pour appartenir au cluster 1. Donc ici les points orange resteront orange, mais le point bleu ici ne sera pas visité pour savoir s'il appartient au cluster 1. Et c'est plutôt logique parce que si on regarde les données, il appartient plus à ce cluster ici qu'à ce cluster là. Mais le point rouge va quand même appartenir au cluster 1. Un border point, c'est juste un point en bordure du cluster. On prend encore un exemple qui sera également un border point, et on fait ça jusqu'à ce que tous les points de la liste pour le cluster 1 soient visités. Vu qu'on n'a plus de points à visiter, on va prendre un point aléatoire que l'on n'a pas encore visité dans mon jeu d'entraînement pour un prochain cluster. Prenons ce point rouge ici. On trace un cercle de rayon epsilon, et on remarque qu'il n'y a aucun voisin.
Donc cette observation ne sera pas un border point, mais un nose point. Vu qu'il n'a aucune observation autour de lui, on ne va pas le considérer comme un cluster, mais comme du bruit, une donnée aberrante quoi. Il sera donc dans une classe spéciale, une classe bruit. Donc il n'y a plus de points à visiter, on va reprendre aléatoirement un nouveau point. On va continuer d'assigner à chaque observation un cluster, jusqu'à avoir assigné à chaque observation un cluster. Et on aurait ce type de segmentation sur ce jeu de données. Un cluster ici, un cluster là, et ici, c'est une donnée aberrante. Revenons à notre exemple de départ. Vu qu'on se déplace de point en point, on comprend mieux comment on peut arriver à segmenter des distributions hautement non linéaires qui n'étaient pas à la portée du K-means ou du Gaussian mixture. Imaginons qu'on commence par ce point. On va petit à petit faire le tour et classifier tous les points ici dans le même cluster, cluster bleu. Pareil pour cluster orange, pareil pour cluster gris. Et ici, il n'y a aucun voisin, donc ce sera du bruit. Maintenant que vous savez tout sur la théorie du DBSCAN, il est temps d'appliquer vos nouvelles connaissances. Si vous ne les appliquez pas, vous allez tout simplement les oublier. Et pour moi, il n'y a rien de mieux pour voir si on a bien compris un algorithme que de le recoder from scratch. Comme ça, il n'y a pas de problème. Si le code fonctionne, vous avez compris. Si le code ne fonctionne pas, c'est qu'il y a encore des choses à revoir. Si vous voulez retrouver les slides que l'on a vus dans le début de la vidéo, ou si vous voulez exécuter le code que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo en même temps que moi, n'hésitez pas à le télécharger gratuitement via un lien directement dans la description. Allez, c'est parti, let's go coder l'algorithme du DBSCAN. On est maintenant dans le notebook pour coder l'algorithme du DBSCAN from scratch avec Python. On va commencer par importer les packages. On va générer un jeu de données en utilisant 3 lois normales. L'objectif est de créer un jeu de données simple à séparer pour tester toutes les fonctions que l'on va coder et pour être sûr qu'elles fonctionnent bien. On va rassembler toutes ces données dans une seule variable xtrain. On visualise xtrain et on voit que les distributions sont assez facilement séparables. Maintenant, passons au plus important, l'implémentation du DBSCAN. On va commencer avec la première fonction, l'initialisation de la classe. On va la nommer init. La fonction va prendre en entrée deux hyperparamètres, epsilon et minPoint. Epsilon, je le rappelle, c'est la valeur du rayon du cercle que l'on va tracer autour de notre point d'intérêt pour comptabiliser ses voisins. Minpoint, je le rappelle également, c'est le nombre de voisins minimum dont on a besoin pour qualifier le point d'intérêt de core point. Core point, ça veut dire qu'il est au cœur du cluster. Donc on va sauvegarder ces deux valeurs dans l'objet et maintenant on peut passer au test. On teste qu'on a bien accès à ces deux valeurs. C'est bien le cas, on va passer à la suite, à la prochaine fonction qui sera le calcul des distances. Ici, on va utiliser la distance euclidienne. Donc, je vous rappelle son expression mathématique afin que ce soit clair pour tout le monde. On fait un copier-coller de la classe précédente et on ajoute une fonction qui s'appellera Euclidean Distance. Cette fonction est une static méthode, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'informations de l'objet pour fonctionner. Elle prendra en entrée un vecteur A et un vecteur B. Le but sera de calculer la distance euclidienne entre A et B. Pour l'intérieur de la fonction, rien de très original. On va transformer cette expression mathématique que l'on a vue au-dessus de la distance euclidienne en expression informatique. On va tester maintenant cette fonction. Comme je suis assez sûr de moi sur l'expression mathématique et l'expression informatique de la distance euclidienne, je vais ici tester seulement la dimension de sortie de notre vecteur. C'est 100, c'est ce que j'attendais. Maintenant passons à la prochaine fonction, l'identification des observations. On veut savoir si notre point d'intérêt est un core point, ça veut dire qu'il a plus de voisins que minPoint, donc l'hyperparamètre que l'on a choisi. Savoir si c'est un border point, donc s'il a moins de voisins que minPoint, l'hyperparamètre que l'on a choisi. Ou si c'est un noise point, ça veut dire qu'il n'a aucun voisin. On fait un copier-coller de la classe précédente et on va initialiser une fonction qui a le nom pointIdentification. On aura la variable dist qui sera la distance entre le point d'intérêt et toutes les autres observations du jeu de données et une autre variable index qui sera l'indice du point d'intérêt. On va commencer par calculer une première variable boolNeighbor. Cette fonction va retourner pour chaque observation true si la distance entre notre point d'intérêt et une observation est plus petite que la valeur d'epsilon. L'objectif est de repérer les voisins de notre point d'intérêt qui peuvent être contenus dans un cercle de rayon epsilon. On va utiliser la fonction non-zero de NumPy pour retourner les indices des observations ayant true dans boolNeighbor. Donc dans neighborIndex, on a les index des voisins de notre point d'intérêt. Dans numberNeighbor, on va faire la somme des boolNeighbor. Donc ça veut dire la somme de tous les true que l'on a dans boolNeighbor, ce qui va nous donner le nombre de voisins de notre point d'intérêt. Si numberNeighbor est égal à 1, alors ça veut dire qu'il n'a aucun voisin. Pourquoi? Parce que dans dist, on aura la distance entre notre point d'intérêt et lui-même. Donc au minimum, on aura un voisin. Donc si numberNeighbor est égal à 1, ça veut dire qu'il n'a aucun voisin, il a seulement lui comme voisin. On va retourner neighborIndex les indices des voisins, donc l'indice de lui-même, et 0 parce que c'est un noise point. Cette observation sera considérée comme du bruit. Si le nom de voisin est plus grand strictement que minPoint,
alors ce sera un core point. Pourquoi strictement plus grand et pas strictement égal? Parce qu'encore une fois, le point d'intérêt compte comme un voisin. Si on veut par exemple qu'il y ait, 3 voisins ou plus, il faut qu'il y ait moins de valeur de 4 dans number neighbors pour que notre point d'intérêt soit un core point. Donc on retourne neighbors index qui sont les indices des voisins et 1 parce que notre point d'intérêt sera un core point. Et donc si ce n'est pas un noise point, donc si ce n'est pas du bruit, si ce n'est pas un core point, si ce n'est pas l'observation au cœur d'un cluster, c'est une observation autour d'un cluster. Donc c'est un border point. Donc ça veut dire qu'il a moins de voisins que le minimum pour être un core point. Donc on va retourner neighbors index, donc les indices de ses voisins, et 2, parce que 2, ce sera l'attribut pour un border point. Maintenant, passons au test de cette fonction. On va créer une matrice A avec 100 observations random. On va créer B qui sera l'observation 10 de A. On va tester le cas où le point d'intérêt est un noise point. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un epsilon tellement petit qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait un voisin. On voit que la fonction point identification nous renvoie 10, ce qui est l'indice du point d'intérêt, ce qui est normal, et 0 puisque c'est un noise point. Maintenant, visualisons le point d'intérêt et le cercle associé avec un rayon d'epsilon pour vérifier que c'est bien le cas. Donc là, on voit en orange le point d'intérêt et en noir, bon c'est assez difficile à voir, mais le cercle pour déterminer ses voisins. Donc le cercle est plus petit même que le point orange, donc aucune chance qu'il ait un voisin. Maintenant, faisons le test du border point. Pour cela, on va agrandir un petit peu la valeur du rayon, la valeur donc d'epsilon. On va voir ce qui se passe. On voit qu'ici, il y a retourné dans l'indice des voisins 3 valeurs, donc 10 qui est lui-même, et 2 autres valeurs. Donc, ça veut dire qu'il a 2 voisins. Vu que notre valeur min point est à 5, donc il y a moins de voisins qu'attendu, donc ce sera un border point. On nous renvoie bien 2. Si on visualise le problème, on voit le point orange et le cercle noir qui englobe 2 voisins. Donc le point orange est bien un border point. On veut faire le test d'un core point, donc on va agrandir epsilon, donc agrandir le rayon de recherche des voisins. Si on regarde dans les indices, on voit qu'on a 6 voisins, dont lui, donc 5 voisins. Min point est à 5, donc on a au moins 5 voisins, donc le point d'intérêt est un core point. On retourne bien en attribut 1, qui est l'équivalent du core point. Maintenant, passons à la fonction suivante, on va déterminer le nombre de voisins pour un point d'intérêt. On va copier-coller la classe précédente, on va ajouter une fonction number neighbors. Cette fonction prend en entrée dataframe qui est un jeu d'entraînement et index qui sera l'indice du point d'intérêt. Point, ce sera le point d'intérêt qu'on va étudier dans cette fonction. On va ranger dans 10 le calcul des distances entre le point d'intérêt et les autres observations de notre jeu d'entraînement. Avec la fonction point identification, en lui donnant index et 10, on va pouvoir obtenir les indices des voisins de notre point d'intérêt et également l'attribut de ce point d'intérêt. Donc si c'est un core point, un border point ou un nose point. On va initialiser une seconde variable qui est neighbor index minus point qui sera les indices des voisins de ce point en retirant le point d'intérêt. Comme on a vu précédemment dans point identification, il retournait les indices de ses voisins dont son indice de lui-même. On va corriger ça pour pas qu'il n'y ait d'erreur dans la suite. Cette fonction retourne neighbors index minus points, donc les indices des voisins de notre point d'intérêt sans l'indice du point d'intérêt et l'attribut de ce point d'intérêt. Donc si c'est un core point, un border point ou un noise point. Donc on va tester si c'est un noise point. On voit bien que l'attribut est 0, donc 0 pour noise point. Et on voit bien dans la visualisation qu'on a notre point d'intérêt et que le cercle est trop petit pour avoir un seul voisin. Maintenant passons au test du border point. On voit que le cercle est assez grand pour avoir un voisin. Donc on a bien un border point et l'attribut nous retourne 2 qui est le nombre pour le border point. Maintenant, en test du core point, on augmente la valeur d'epsilon, mais ce n'est toujours pas suffisant, c'est toujours un border point. On va l'augmenter encore un peu, et là, du coup, on a assez de voisins. On a bien 5 voisins, donc le point d'intérêt est bien un core point. Donc maintenant, on a toutes les fonctions pour pouvoir entraîner un modèle de DBScan. Donc la prochaine fonction à implémenter sera la fonction fit, qui prendra en paramètre le jeu d'entraînement du modèle et savoir si on veut visualiser ou non les étapes du modèle. On va initialiser C, qui sera le cluster actuel qu'on essaye de déterminer. Donc on va commencer à C égale 1. On va également initialiser une variable noise à false. Si on repère une observation et que c'est du bruit, on ne va pas augmenter le nombre de clusters, donc on va se servir de cette variable noise pour faire la différence entre est-ce qu'il faut augmenter le nombre de clusters ou non en fonction de l'attribut du point d'intérêt. On va initialiser une première liste current points, qui sera la liste des indices à visiter pour savoir s'ils appartiennent à un certain cluster. On va initialiser une deuxième liste, unvisited points, qui sera la liste des indices qu'on n'a pas encore visités jusqu'à présent. Et on va initialiser une dernière liste clusters qui pour chacune de nos observations va sauvegarder le cluster associé. On va créer une boucle qui va continuer à répéter des actions tant qu'il y aura des points dans unvisited points. L'objectif, ce sera de visiter toutes les observations de notre jeu de données. On va commencer par prendre un point aléatoire dans unvisited point et le ranger dans current point, ce qui va nous amener à une deuxième boucle. Tant qu'il y a des points
dans current point, on va continuer à faire certaines actions. Si current point est une liste de points, on va prendre le premier indice de cette liste. Si current point est seulement un point, on va prendre ce point pour le visiter et on va le ranger dans index. Maintenant que current point est dans index, on va enlever ce point de current point. Donc current point est maintenant vide s'il avait un seul point. Et si c'est une liste de points, on va enlever cet indice de la liste des current points. On va utiliser la fonction number neighbors sur ce point d'intérêt pour retourner du coup les indices de ses voisins, mais aussi l'attribut de ce point. Comme maintenant on a visité le point d'intérêt, on va retirer de unvisited points l'indice que l'on vient de visiter. Donc neighbor index, ce sont les voisins de notre point d'intérêt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement garder dans neighbor index les indices des voisins que l'on n'a pas encore visités jusqu'à présent. Si le point d'intérêt est un core point, on va l'ajouter au cluster actuel. Et on va ajouter à current point ces voisins qui n'ont pas encore été visités jusqu'à présent. Si le point d'intérêt est un border point, alors on va l'associer au cluster actuel, mais on ne va pas ajouter ces voisins à current point. Et si le point d'intérêt est un noise point, donc du bruit, on va l'associer au cluster -1 et on va mettre à jour noise à true. Et si visualisation égale true, on va visualiser notre modèle à chaque itération. J'aurais pu créer une fonction plot model, ça aurait été plus clean, mais bon là, je n'y ai pas pensé. Une fois qu'on a fini de visiter tous les current points, si l'observation n'était pas du bruit, alors on passe au cluster suivant. Si l'observation était du bruit, ça veut dire qu'il n'y a pas de voisin et qu'on a visité qu'une seule observation. Dans ce cas, on ne met pas à jour le nombre de clusters et on va visiter à nouveau un point aléatoire de notre jeu de données. Maintenant, testons notre fonction. Donc il fait pas mal de coquilles que je vais corriger. Donc le modèle s'entraîne, on peut le visualiser. On voit que globalement le DBScan a compris les structures internes de nos données. Qu'est-ce qui se passe si on entraîne un modèle et qu'on utilise la visualisation? Bon, c'est un peu fouillis, donc je vous ai fait un GIF pour que ce soit plus intéressant à regarder. Voilà, on a fini de recoder from scratch avec Python l'algorithme du DBScan. Maintenant, vous avez vu toute la théorie sur le DBScan, mais vous l'avez également recodé from scratch avec Python. Donc, niveau théorie et niveau comment l'algorithme fonctionne, je pense que c'est bon pour vous. Maintenant, il est temps de passer à l'application. Et bien que d'un point de vue pédagogique, c'était intéressant de recoder l'algorithme du DBScan from scratch avec Python, pour être sûr de tout avoir bien compris, si vous voulez résoudre des problèmes pro, mais aussi perso, je vous déconseille d'utiliser ce code. Il n'est vraiment pas très optimisé. Pour entraîner des modèles professionnels, il y a une librairie qui se nomme scikit-learn. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser scikit-learn pour entraîner des modèles professionnels et optimisés de DBScan, mais aussi à quoi servent tous les paramètres de cette fonction. Parce que si vous choisissez des paramètres aléatoirement, au mieux, vous aurez des modèles moyens, au pire, inutilisables. Donc faites vraiment attention à ça. Allez, venez avec moi, on va plonger dans le notebook. Il est maintenant temps de comprendre comment utiliser la fonction DBScan de scikit-learn pour entraîner des modèles optimisés de clustering. On va commencer par importer les packages. Pour le modèle DBScan, on ne va pas prendre le jeu de données Iris pour s'entraîner, mais créer un jeu de données aléatoire et non linéaire. Pour cela, on va utiliser la fonction makeMoon de scikit-learn. Regardez la représentation des données. Ici, c'est hautement non linéaire. On va commencer par normaliser les données. Maintenant, on va comparer le modèle de Gaussian mixture, le plus élaboré qu'on ait vu jusqu'à maintenant, avec le modèle DBScan. Ici, on initialise le modèle de Gaussian mixture avec deux classes. Et ici, on prédit le cluster d'appartenance pour chacune de nos observations. Et on visualise ça. On peut voir que le modèle n'est pas adapté à ce type de problème et n'arrive pas bien à comprendre la structure interne des données. On voit qu'on a une genre de distribution ici et là. Maintenant, on va entraîner un modèle de DBScan avec un epsilon de 0,5 qui est le rayon du cercle pour trouver nos voisins et un min sample de 5 qui est le minimum de voisins pour devenir un core point. Ici, on initialise le modèle et ici, on prédit pour chaque observation le cluster d'appartenance. On visualise le modèle. Avec la visualisation graphique, on voit tout de suite que le DBScan permet de bien comprendre la structure interne des données. Comme pour les autres modèles, l'entraînement d'un modèle de DBScan avec scikit-learn est très simple, mais la compréhension des différents paramètres de la fonction est plus complexe. Et je vous le répète encore, initialiser un modèle avec de mauvais paramètres peut dans le meilleur des cas vous donner un modèle moyen, dans le pire des cas, un modèle inutilisable. Et ensuite, on va regarder rapidement les différents attributs que la fonction de scikit-learn propose pour le DBScan. On commence par le premier paramètre EPS. EPS est la contraction de epsilon qui définit le rayon du cercle permettant de trouver les points voisins. On commence avec un EPS de 0,5. On voit que le modèle arrive à détecter les deux clusters. Si on diminue la valeur de l'EPS à 0,2 et qu'on regarde les clusters prédits, on voit qu'ici tous les clusters violets sont en -1. -1, ça veut dire qu'ils sont détectés comme du bruit et qu'on a en tout 8 classes de trouver. Pourquoi? C'est parce que l'EPS est trop petit, donc il n'arrive pas à trouver assez de voisins pour continuer l'entraînement sur un même cluster de ce point
à ce point. Donc il arrive à trouver seulement les endroits où il y a quelques points assez rapprochés. Si on augmente le PS à 0,8, on voit que toutes les observations sont à 0 dans une même classe, car la valeur de PS est trop grande. Avec le DBScan, on ne fixe pas le nombre de classes nous-mêmes, mais il faut trouver la bonne valeur de PS pour trouver un nombre de classes cohérent avec la structure interne des données. Maintenant, passons à MinSample. MinSample est le nombre de voisins minimum qu'un point doit avoir pour être un core point. On va commencer avec un nombre raisonnable, 5 par exemple. On voit que le modèle est plutôt bon, il arrive à repérer les deux clusters et donc à bien comprendre la structure interne de nos données. Imaginons MinSample plus grand, 20. Ici, il n'arrive à trouver aucun core point, donc toutes les observations sont classées en bruit. Forcément, il faut avoir 20 voisins pour être considéré comme un core point. Ici, on n'a jamais une observation avec autant de voisins à ses côtés. Si on modifie un peu le jeu d'entraînement et qu'on diminue le nombre de voisins, pourquoi j'ai changé le jeu d'entraînement pour que les deux clusters se touchent à un endroit donné? On voit que si le nombre de voisins est trop faible, ici, tout le jeu de données est classifié dans la même classe, la classe 0. Il y a seulement ce point qui est classé dans une classe différente, la classe 1. Bon, dans les deux cas, j'ai un peu exagéré. Avec ici un MinSample de 1 ou de 20, c'est des cas vraiment extrêmes. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il faut être vigilant à la valeur de MinSample et de PS. Comme je l'ai dit précédemment, dans le DBScan, on ne va pas dire à l'algorithme le nombre de classes que l'on souhaite trouver dans les données. Mais par contre, on va être très vigilant aux valeurs que l'on donne à MinSample et de PS pour faire en sorte que le modèle arrive à bien trouver et à bien comprendre la structure interne de nos données, pour faire en sorte qu'il trouve le nombre optimal de clusters. Maintenant, passons au paramètre metric. Metric est la fonction utilisée pour calculer les distances pendant l'entraînement. Vous pouvez passer dans Metric vos propres fonctions de calcul si vous le voulez. Ça peut être très intéressant si vous travaillez un peu sur un cas d'application un peu fancy, un peu différent de ce qu'on fait habituellement en clustering. Et donc on a un autre paramètre ici, Metric Params. Si vous avez passé votre propre fonction de calcul de distance dans Metric et que cette fonction a besoin de paramètres, vous pouvez passer ces paramètres dans ici l'argument Metric Params. Si vous n'avez pas utilisé la fonction de calcul de distance personnalisée, ce paramètre ne sert à rien. Maintenant, passons à Algorithm. Algorithm est l'algorithme responsable du recherche de voisins pour déterminer si l'observation est un core point, un border point ou un noise point. La valeur par défaut est auto et il va choisir le meilleur algorithme suivant votre cas. Personnellement, moi je prends toujours la valeur par défaut et je vous conseille de faire de même. On a leaf size. Leaf size est la taille des feuilles pour l'algorithme de recherche de voisins que l'on a vu précédemment. La valeur par défaut est 30. Personnellement, je n'ai jamais eu à modifier ce paramètre. Peut-être que selon votre cas, vous serez amené à le modifier, mais dans le cas général, vous pouvez garder la valeur par défaut. Prochain paramètre, P. P est un argument pour la fonction de calcul de distance. De base, le DBScan utilise la distance de Minkowski qui généralise la distance euclidienne. Mais scikit-learn laisse à notre disposition un paramètre P qui nous permet de choisir quelle version de la distance de Minkowski on veut utiliser. Si P égale 1, on utilise la distance de Manhattan. Si P égale 2, on utilise la distance euclidienne. Si P égale 3, on utilise la distance de Chebyshev. Comme je le dis par défaut, on utilise la distance euclidienne. Si vous voulez tester d'autres distances, libre à vous. Et le dernier paramètre, c'est njobs. Njobs détermine le nombre de cœurs de CPU qui sera alloué à l'entraînement du modèle. Si vous mettez -1, il allouera tous les cœurs disponibles de votre ordinateur ou serveur à l'entraînement du modèle. Si vous travaillez avec un jeu de données conséquent en grande dimension, ça peut être très intéressant pour réduire le temps de calcul. Si vous utilisez votre ordinateur pour faire autre chose en même temps que l'entraînement, je vous conseille de laisser au moins un cœur libre afin de ne pas faire planter votre PC. Maintenant que vous avez compris à quoi servent tous les paramètres, on va passer rapidement sur les attributs. On commence avec Core Sample Indices, qui retourne les indices des observations qui sont les core points dans notre jeu de données. Ici, ce sont toutes les observations qui sont des core points dans notre jeu de données. Si on le visualise, on voit que ce sont tous des core points quasiment, à part quelques observations aux extrémités de nos distributions. Maintenant, passons à Components. Component retourne une copie des core points du modèle. Ça permet d'avoir un retour direct plutôt que les indices dans l'attribut précédent. Donc on voit, on a le même résultat. Passons à Label. Label retourne les classes des observations. Pour moi, c'est la même chose que d'utiliser un fit predict sur le jeu d'entraînement, donc je ne vois pas beaucoup d'utilité à cet attribut. Maintenant, passons à l'avant-dernier attribut avec nFeatureIn. nFeatureIn retourne le nombre de variables utilisées pour l'entraînement du modèle. Si on regarde le jeu d'entraînement, on a 2 variables. Donc encore une fois ici, je ne vois pas vraiment l'utilité. Et le meilleur pour la fin, FeatureNamesIn. FeaturesNameIn retourne le nom des variables du jeu de données s'il y en a. Moi, je n'ai pas mis, donc l'attribut plante. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser la fonction DBScan de scikit-learn. Voilà, maintenant vous comprenez bien l'algorithme du DBScan et vous avez toutes les cartes en main pour entraîner les modèles clustering les plus performants en utilisant la fonction de scikit-learn DBScan. On arrive à la fin de cette formation, donc maintenant vous avez vu 4 algorithmes, le hierarchical clustering, le K-means, le Gaussian mixture et le DBScan. Donc là, niveau clustering, vous êtes bon, vous pouvez résoudre n'importe quel problème de clustering. Et c'est plutôt pas mal parce que le clustering est une application courante en entreprise. Mais ce qui a encore plus d'applications en entreprise, c'est l'apprentissage supervisé.
supervisée, donc la régression ou la classification. Et pour résoudre ces problèmes, les modèles les plus utilisés sont les modèles linéaires. Et donc vous devez de maîtriser ce type d'algorithme. Et ça tombe bien vu que j'ai créé une formation gratuite avec le même plan que je vous ai montré ici. On voit plusieurs algorithmes et on voit à chaque fois la théorie recodée from scratch et utilisation avec scikit-learn. Pour rejoindre cette formation gratuite, rien de compliqué, vous avez juste à cliquer sur la prochaine vidéo ici. Allez, on se retrouve de l'autre côté.